Ma chef a refusé mes 4 jours de congé pour l'enterrement de mon père cette nuit-là, j'ai tout repris. J'étais encore sous le choc quand je suis entré dans le bureau de Cheryl. L'hôpital avait appelé ce matin-là. Mon père était parti. Insuffisance cardiaque, sans avertissement, juste parti. J'ai franchi le seuil, sachant déjà que j'allais devoir demander quelque chose qu'elle ne voudrait pas m'accorder. Cheryl était assise derrière son bureau surdimensionné, comme toujours, tapant sur son clavier comme s'il lui devait de l'argent. « Salut », ai-je dit en m'éclaircissant la gorge. « J'ai besoin de quelques jours de congé. Mon père est décédé ce matin. L'enterrement est dans l'Indiana, donc il me faudrait 4 jours. » Elle ne m'a pas regardé, continuant simplement à taper. « Vous pouvez en avoir 2, dit-elle d'un ton sec. J'ai cligné des yeux. C'est un trajet de 9 heures dans chaque sens. Elle a finalement levé les yeux. Pas la moindre trace de sympathie. Vous pouvez y assister virtuellement. Je l'ai dévisagé, pas sûr d'avoir bien entendu. C'est mon père. Il m'a élevé seul depuis que j'ai 10 ans. Je ne vais pas regarder ça sur Zoom. Cheryl s'est adossée à sa chaise et a soupiré comme si je la dérangeais. Alors il va falloir choisir. Nous sommes en plein milieu de la migration Norland. Tout le monde est censé être ici. Le coup a été plus dur que je ne le pensais. J'avais donné 3 ans de ma vie à cette boîte. Construit chaque processus sur lequel il fonctionnait. Travaillé tard. Venu malade. Couvert les erreurs des autres. Sérieusement ? Ai-je dit, la voix se serrant. Je n'ai jamais pris un seul jour de maladie. Jamais rien demandé. Elle a simplement haussé les épaules. C'est le travail. On fait tous des sacrifices. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elle tremblait. Pas de tristesse, de rage. Très bien, ai-je dit doucement. 2 jours. Elle s'est retournée vers son écran comme si j'étais déjà parti. Je suis sorti de son bureau sans un mot de plus, mais ma tête bourdonnait. Ma poitrine était serrée. J'ai parcouru la moitié du couloir en direction de mon bureau, dépassant les mêmes box gris dans lesquels je m'étais assise pendant plus de 1000 jours. Et c'est là que quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, pas de manière dramatique, juste de façon définitive. Petite note avant de commencer. Comment se passe votre journée ? Et d'où nous rejoignez-vous ? Je n'avais pas l'intention de regarder en arrière, mais je l'ai fait. Je me suis retourné et j'ai regardé ce couloir comme si je le voyais pour la première fois. Les sourires forcés, les regards à moitié morts, les affiches sur le travail d'équipe qui se décollaient des murs. J'ai continué à marcher, mais pas vers mon bureau. Droit vers la sortie. Je suis resté assise dans ma voiture un moment avant de rentrer. Les lumières du parking bourdonnaient au-dessus de moi, comme si elles essayaient de me rappeler que j'avais encore le choix, mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Je savais déjà ce que j'allais faire. À l'intérieur de mon appartement, tout était calme. J'ai laissé tomber mon sac, enlevé mes chaussures, et je suis resté là, dans le noir. L'horloge sur la cuisinière indiquait 23h47. Je ne me suis même pas assise tout de suite. Je suis juste allé dans ma chambre, je me suis allongé sur le dos, et j'ai fixé le plafond comme s'il pouvait me dire ce qui venait de se passer, bon sang. Papa était parti, et pas une seule personne de ce bureau ne serait là quand on le mettrait en terre. À 2h30 du matin, je me suis levé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à distance. Je l'avais fait une centaine de fois auparavant, pendant les vacances, les week-ends, les nuits où les autres étaient trop paresseux pour réparer leurs propres erreurs. Mais cette fois, c'était différent. Je suis allé directement dans mes dossiers, pas dans les cochonneries de l'entreprise. Je n'ai touché ni aux données des clients, ni aux fichiers de projet qui n'étaient pas les miens. J'avais ma propre réserve, des choses que j'avais construites de A à Z juste pour faire tourner la machine quand personne d'autre n'en avait rien à faire. Manuel d'intégration, fiche de dépannage spécifique aux clients, structure d'appel d'API que j'avais documentée moi-même parce que personne d'autre ne savait comment elle fonctionnait. Notes sur les tentatives ratées, version corrigée, extrait de code nettoyé, sauvegarde de configuration. La plupart de ces choses, je les avais construites sur mon temps libre, le reste, en comblant des lacunes que personne d'autre ne se donnait la peine de remplir. Et maintenant, je les reprenais. Pendant que je travaillais, je me suis souvenu de Cheryl me disant que je devais choisir. Oui, j'ai choisi. J'ai commencé à compresser des fichiers, à crypter des dossiers,
à exécuter des scripts de vérification. Mes doigts bougeaient par mémoire musculaire, mais ma tête était ailleurs. J'ai pensé à papa, dans le garage, me montrant comment utiliser une perceuse correctement. Si tu dois construire quelque chose, disait-il, construis-le comme s'il devait te survivre. C'est ce que j'avais fait au travail, et aucun d'entre eux n'en avait rien à faire. À 6 heures du matin, j'avais effacé jusqu'à la dernière version des lecteurs partagés. Disparu. Effacé du système, remplacé par un unique fichier texte, documentation retirée par l'auteur original. Aucune sauvegarde disponible. Puis j'ai ouvert un nouvel email. Objet, démission officielle. Corps du message, effet immédiat. Pas de long discours. Pas de remerciement pour l'opportunité. Juste 2 courts paragraphes. J'ai joint ma lettre de démission, cliqué sur envoyer, fermé l'ordinateur portable et fait mon sac. Je n'ai même pas regardé mon téléphone. Il a commencé à vibrer vers 6h30, probablement l'équipe du matin qui remarquait les fichiers manquants. Je l'ai éteint. À 8h10, j'étais à l'aéroport, faisant la queue, la capuche relevée, le sac à dos en bandoulière sur une épaule, un billet pour Indianapolis dans ma poche. L'agent d'embarquement m'a à peine regardé. Je m'en fichais. Pour la première fois en 3 ans, j'avais l'impression de ne pas faire semblant. Pendant l'embarquement, quelqu'un derrière moi se plaignait de l'attribution de son siège. J'ai eu envie de me retourner et de dire, au moins, votre père respire encore, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste continué à marcher. Siège du milieu, rangée serrée, pas de place pour les jambes. Peu importe. Je rentrais à la maison. J'ai regardé par le hublot pendant que nous décollions, sans penser au travail, à Cheryl, à Al, ou à aucun d'entre eux. Mon esprit était tourné vers la chapelle de Bloomington. La boîte de café où mon père gardait ses boulons. L'odeur de la teinture pour bois. La façon dont il sifflait en travaillant. Comme si le monde était un peu moins brisé si l'on restait juste assez occupé. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait là-bas. Mais je n'avais pas peur. Nous avons atterri juste après 14 heures. À la seconde où les roues ont touché la piste, j'ai rallumé mon téléphone. Il s'est allumé comme un sapin de Noël, bon sang. 19 appels manqués, principalement de Al et Cheryl. Les messages vocaux ont commencé à arriver avant même que l'écran de verrouillage ne se charge. J'ai écouté le premier. Salut, c'est Al. On a remarqué qu'il manquait des fichiers. Pourrais-tu m'appeler quand tu atterriras? Le deuxième. Le ton cassant de Cheryl. Nous faisons remonter cela en interne. Si c'était accidentel, veuillez clarifier immédiatement. Le troisième, de l'or en barre. À nouveau. Ce n'est pas comme ça que les professionnels gèrent les choses. J'ai reniflé et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. C'était l'hôpital qui se moque de la charité, venant d'un type qui avait une fois oublié de dire à un client que son contrat se renouvelait automatiquement pour le double du tarif. J'ai récupéré ma voiture de location, une Ford Focus bleu poussiéreux qui sentait la restauration rapide et la tristesse, et j'ai conduit vers le sud en direction de Bloomington. Plus je m'éloignais de la ville, plus il était facile de respirer. La maison de papa était exactement comme dans mes souvenirs. Briques basses, toit en pente, la lumière du porche qui vacillait quand le vent soufflait juste comme il fallait. Je suis entré et j'ai été frappé par l'odeur de la sûre, des vieux livres et du café noir. Comme si le temps ne l'avait pas touché. Ses bottes étaient toujours près de la porte. Une tasse était posée sur le comptoir de la cuisine, à moitié pleine, comme s'il venait de sortir une seconde. Je suis resté là, la main sur le cadre de la porte, respirant tout ça. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans le garage, assise à l'établi pendant que le chauffage vrombissait dans le coin. J'ai commencé à fouiller dans de vieux tiroirs, des serre-joints, des ciseaux, de minuscules tournevis. Dans l'armoire du bas, j'ai trouvé une boîte en métal remplie de cartes de baseball, attachées en paquet avec des élastiques, exactement comme il les gardait. Il ne les collectionnait jamais pour l'argent. Il disait que les statistiques racontaient de meilleures histoires que les visages ne pourraient jamais le faire. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je n'ai même pas eu besoin de regarder. Des emails, maintenant. Le premier de Cheryl. Objet, urgent accès à la documentation requis perturbation client. Le deuxième, suivi nécessaire migration incomplète. Le troisième est venu de Al, des heures plus tard. Pouvons-nous prévoir un appel rapide demain?
Je veux discuter de votre situation et des préparatifs pour l'enterrement de votre père. C'est drôle comme ils ont vite appris son nom. J'ai cliqué sur « Répondre ». J'ai tapé « Demain à 14 h, heure de l'Est, ça me convient ». J'enverrai l'invitation. Pas de formule de politesse. Pas d'émotion, juste du travail. Je l'ai programmé pour 14 heures précises, en plein milieu de l'échéance de leur migration Norland. Je savais ce que cette heure signifiait pour eux. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé autour de moi. Tout le garage était silencieux, à l'exception du doux vrombissement de ce chauffage et du craquement occasionnel des vieilles poutres. Il semblait plus vivant que n'importe quel bureau où j'avais jamais travaillé. Je me suis adossé à la vieille chaise de papa, j'ai posé mes pieds sur l'établi, et j'ai regardé mon téléphone vibrer à nouveau. Il paniquait. Bien. Maintenant, il pouvait sentir ce que c'est que de perdre la seule personne qui tient tout ensemble. Le lendemain matin, j'ai préparé une cafetière dans la tasse ébréchée, Monsieur Bricolage, de papa et j'ai posé mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. La même table où je mangeais mes tartines avant l'école. La même vue sur le jardin où papa m'avait appris à tondre en ligne droite. À 13h59 précise, j'ai cliqué sur le lien de la réunion. Le visage de Hal est apparu en premier, les yeux rouges, le col de travers, comme s'il n'avait pas dormi. Cheryl l'a rejoint ensuite, les cheveux relevés en un chignon serré comme toujours, la bouche déjà tendue. Puis une troisième fenêtre est apparue, une femme avec des lunettes qui avait l'air d'une juriste jusqu'au bout des ongles. D'abord, a dit Hal, la voix lente et étudiée, nous sommes vraiment désolés pour votre père. Je n'ai pas répondu. Il a attendu, puis a jeté un coup d'œil à Cheryl. Elle a enchaîné. Nous avons besoin d'un accès à votre documentation. La migration est en train de s'effondrer sans elle. J'ai incliné la tête. Ma documentation? Vous l'avez construite sur le temps de travail de l'entreprise, a ajouté la juriste. C'est considéré comme un produit du travail. J'ai ri une fois, un rire bref et froid. Vous voulez dire les scripts que j'ai faits après les heures de bureau? Les guides que j'ai construits parce que personne n'a approuvé de budget de formation? Les notes que j'ai écrites juste pour ne pas être blâmé quand elle oubliait une réunion? Cela ne change rien au fait que c'est une propriété de l'entreprise, a dit la juriste. Non, ai-je dit. Ce n'est pas le cas. Elle ne contient aucune donnée client, aucun code source, ni aucune propriété intellectuelle interne. Ce sont des outils. Mes outils, construits parce qu'on m'a laissé couler ou nager, et j'ai choisi de ne pas me noyer. Cheryl s'est penchée en avant. L'équipe de Norland ne peut pas terminer la migration. Les fonctions de reporting sont mortes. Les clients demandent où sont leurs tableaux de bord. J'ai bu une gorgée de café. On dirait un problème de personnel. Elle s'est frotté le front. Écoutez, je comprends que vous êtes en deuil, mais nous avons vraiment besoin d'une solution ici. J'ai hoché la tête. J'en ai une. Je ne réintègre pas l'équipe. Je ne rétablis rien. Mais je peux intervenir comme consultante. Les yeux de Cheryl se sont plissés. Pardon? 300 $ de l'heure, minimum de 20 heures, payé d'avance. Je guiderai vos employés sur ce dont ils ont besoin, je répondrai aux questions et je vous aiderai à franchir la ligne d'arrivée. C'est de l'extorsion, lança Cheryl. J'ai haussé les épaules. C'est l'offre et la demande. Elle est intervenue. Nous ne pouvons pas approuver ce genre de dépenses sans passer par la finance. Alors parlez à la finance, ai-je dit, parce que le temps presse et Norland ne va pas rester les bras croisés pendant que vous tâtonnez avec des sauvegardes qui n'existent pas, la juriste est restée silencieuse, tapant sur son clavier. Aussi, ai-je ajouté, je ne travaillerai pas selon votre emploi du temps. Je m'occupe de la succession de mon père cette semaine. Les appels sont limités à 2 heures par jour. Vous aurez le créneau que je vous donnerai. Silence. Cheryl avait l'air sur le point d'exploser, mais elle hochait déjà la tête. Pouvez-vous nous envoyer un accord formel, a-t-il demandé. J'enverrai les conditions. Une fois que j'aurai vu les fonds, nous programmerons le premier appel. Elle a hoché la tête à nouveau, comme si cela lui faisait mal physiquement. Nous allons accélérer le processus. La juriste a parlé pour la première fois depuis qu'elle tapait. Veuillez ne pas supprimer de matériel supplémentaire lié à l'entreprise. Il n'y a plus rien à supprimer, ai-je dit. Vous êtes déjà debout dans le cratère. J'ai mis fin à l'appel.
Je n'ai ressenti aucune culpabilité, aucun doute, juste du calme. Le genre de calme que l'on ressent quand on arrête de se justifier auprès de gens qui n'en ont jamais eu rien à faire. Le jeudi matin a été difficile. J'ai enfilé une chemise noire froissée, qui sentait encore légèrement le garage de papa. Je n'ai pas pris la peine de la repasser. Il ne l'aurait pas fait. La chapelle était la même que celle où nous avions enterré maman. Même vitraux, même banc qui craque, même moquette qui semblait toujours légèrement humide, quel que soit le temps. Maintenant, c'était au tour de papa. Je me tenais près de l'avant, les mains dans les poches, pendant que les gens entraient. De vieux voisins, ses copains du collège communautaire, quelques gars des anciens combattants. Ils n'étaient pas habillés chic, mais chacun d'entre eux était venu. Votre père m'a aidé à réparer mon chauffe-eau pendant une tempête de neige, a dit un homme en me tapant sur l'épaule. Il n'a jamais voulu que je le paie, a ajouté un autre. Même son barbier est venu, tenant une petite boîte de biscuits au sucre. Il détestait se faire couper les cheveux, a-t-elle ri, mais il m'apportait toujours une tarte en juillet. Je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai juste hoché la tête, serré quelques personnes dans mes bras, absorbant tout cela. Puis j'ai vu Monsieur Banet, mon professeur d'atelier du lycée, descendre l'allée. Même lunettes épaisses, même démarche raide. Il m'a prise dans ses bras comme si j'avais encore 17 ans. Votre père n'a jamais cessé de se vanter de vous, a-t-il dit, la voix étranglée. Chaque fois que je le voyais, c'était, ma gamine a construit tout ce foutu système toute seule. Vous étiez tout son monde. Ma gorge s'est nouée. J'ai juste hoché la tête. Incapable de sortir un mot. Le service était simple. Quelques prières. Un cantique que papa aimait. Un type du collège a fait un court éloge funèbre sur la façon dont papa réparait toujours les distributeurs automatiques quand les services techniques ne le faisaient pas. Ce n'était pas fleuri. Ce n'était pas long, mais c'était vrai. Après, je suis sorti, j'ai sorti mon téléphone et j'ai vu le nombre, 27 appels manqués. Je l'ai remis dans ma poche sans même lire les noms. Je suis allé derrière, vers la remise. Sur l'établi, il y avait un petit pendentif en bois. Encore brut sur les bords, à moitié poncé, le trou pour le passer n'était pas encore percé. Je l'ai ramassé, je l'ai tourné dans ma main. Il était en train de le faire pour moi. Je me suis souvenu qu'il m'avait montré le dessin il y a un mois. Il avait dit que c'était du noyer d'un arbre qu'il avait abattu dans le jardin de tante June. J'ai attrapé du papier de verre et je me suis mis au travail. Pas vite, pas avec soin, juste de manière régulière. Je ne me sentais ni fière, ni suffisante, ni justifiée. Je me sentais juste lucide. Vendredi matin, j'étais de retour à la table de la cuisine de papa. Café dans une main, ordinateur portable ouvert, écouteurs dans les oreilles. L'appel Norland a commencé à 9 heures précises. Toute leur équipe était là, plus Al, Cheryl, et un type que je ne reconnaissais pas, qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours. Al s'est éclairci la gorge. Nous avons dû reporter la présentation. Norland n'était pas content. J'ai bu mon café. On dirait un problème. Cheryl a enchaîné. Nous devons régler ça maintenant. Il menace de se retirer. J'ai hoché la tête. Alors commençons. J'ai partagé mon écran et je leur ai tout expliqué, ligne par ligne, erreur par erreur. Lien d'API cassé, requête échouée, script de rapport sans issue qu'ils avaient essayé de rafistoler avec des copier-coller. Un processus était mal configuré depuis 3 mois. Je l'avais signalé en janvier. Personne n'y avait touché. Elle a essayé de faire avancer les choses. Pouvons-nous sauter le contexte est juste? Non, ai-je coupé. Vous payez pour de la clarté. Vous aurez de la clarté, pas des raccourcis. Il s'est tu. J'ai continué, répondant à leurs questions une par une. Je n'ai pas mâché mes mots. Je n'ai pas adouci le ton. Cette partie est cassée parce que quelqu'un a supprimé la logique de secours. Ce rapport échoue parce que la connexion à la base de données expire toutes les 3 exécutions. Je vous l'ai dit en décembre. Voilà ce qui arrive quand on se fie à du ruban adhésif et à des stagiaires. À mi-parcours, personne ne discutait plus. Il hochait simplement la tête, tapant furieusement, ressemblant à des gens essayant de reconstruire un avion en plein vol. 1h47 plus tard, j'ai mis fin à la session. Al s'est penché. Nous apprécions votre aide. C'était nécessaire, a ajouté Cheryl.
Nous aurons besoin de vous lundi pour finaliser le reste. J'ai secoué la tête. Pas dans notre contrat. Mais nous avons encore des questions, a-t-elle dit. Norland. Alors mettez-les par écrit. Attendez, a dit Al. Vous dites que vous n'êtes pas disponible lundi? Je serai chez l'avocat de mon père lundi matin. Priorité. Ils avaient tous les deux l'air stupéfaits, comme s'ils avaient oublié que tout cela se produisait parce qu'ils n'avaient pas pu me laisser 4 foutus jours en premier lieu. Cheryl a essayé de sauver la situation. Eh bien, faites-nous savoir quand vous serez disponible. J'ai cliqué sur « Quitter la réunion ». C'était la beauté d'être payé d'avance. Je ne leur devais pas une seule seconde de plus. Mardi après-midi, je me suis connecté à ce qui était censé être le dernier appel. Pas de salutations, pas de bavardage. Juste leur visage me fixant comme s'ils venaient de sortir d'un accident de voiture. Elle avait l'air anéantie, les cheveux en désordre, la cravate desserrée, la voix basse. La démo s'est mal passée. Norland est furieux. Cheryl n'a même pas essayé de le cacher. Il nous donne 2 semaines de plus pour réparer. Après ça, ils s'en vont. J'ai hoché la tête une fois. Compris. Nous avons passé en revue le dernier lot de questions, les ajustements de script, les problèmes de synchronisation des données, un rapport qui, d'une manière ou d'une autre, continuait à extraire les chiffres de mars pour chaque mois. J'ai gardé un ton égal, calme, clair, professionnel. Il demandait, je répondais, rien de plus. À la fin, elle a jeté un coup d'œil hors de l'écran, puis est revenue vers moi. Avant de conclure, il y a une dernière chose. Voilà, ça arrive. Il s'est éclairci la gorge. Nous avons discuté en interne, et nous aimerions vous faire une offre. Une vraie, a ajouté Cheryl avant que je puisse répondre. Poste de directrice, à distance. Vous superviseriez votre propre équipe. Nous embaucherions 3 personnes sous vos ordres pour commencer. Vous relèveriez directement de Hal. Et elle a hésité. Augmentation de 50%. De plus, a ajouté Hal, vous participeriez désormais aux appels de planification de la direction. Une place à part entière à la table des décisions. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais entendre mon propre cœur battre. Pas parce que j'étais nerveuse, juste furieuse que ça ait pris autant de temps. Je les ai regardés tous les deux. Leur visage disait tout. Ce n'était pas de la gratitude. C'était du désespoir. Je me suis adossé à ma chaise. Vous ne proposez pas ça parce que je l'ai mérité. Vous le proposez parce que vous avez peur. Elle a essayé de protester. Ce n'est pas, j'ai levé la main. Ne le faites pas. Vous avez eu 3 ans. Je vous ai été utile pendant tout ce temps, mais vous ne m'avez jamais traité comme si j'avais de la valeur, jusqu'à ce que tout explose. Cheryl a baissé les yeux, silencieuse. J'ai enterré mon père la semaine dernière, ai-je dit. Et votre première réaction a été d'exiger l'accès à mon travail, pas de me demander si j'allais bien. Maintenant vous voulez me promouvoir? Elle a expiré lentement. Nous essayons de bien faire les choses avec vous maintenant. J'ai eu un demi-sourire. Trop tard. Y a-t-il une version de cette offre que vous considéreriez, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Parce qu'il ne s'agit pas du titre ou de l'argent. Il s'agit du fait que j'ai dû tout vous enlever juste pour être remarqué. Nous ne nous en rendions pas compte, a murmuré Cheryl. Vous n'avez pas pris la peine de vous en rendre compte, ai-je coupé. Et c'est là toute la différence. Un autre long silence. Je l'ai laissé planer. Puis j'ai cliqué sur « Quitter la réunion ». Net. Final. Papa disait que les gens ne montrent leurs cartes que lorsqu'ils sentent la pression. Il s'avère qu'il avait raison. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email de Cameron de la finance. Objet, mise à jour sur Norland. Je l'ai cliqué sans trop y penser. Norland s'est retiré. 3 autres clients réévaluent leur situation. Je pensais juste que vous voudriez savoir. Pas de bonjour. Pas de signature. Juste ça. J'ai fixé l'écran une seconde. Je ne me sentais pas suffisante, ni désolée non plus, juste. Ils avaient parié qu'ils pouvaient prétendre que j'étais remplaçable. Et maintenant, l'addition était arrivée. 1 mois plus tard, j'ai rejoint une plus petite entreprise à Columbus. 10 personnes au total.
Pas de couche de hiérarchie. Au deuxième appel, le PDG a demandé « Comment tenez-vous le coup après la perte de votre père ?» Pas « Que pouvez-vous faire pour nous ?» ni « À quelle vitesse pouvez-vous commencer ?» Juste ça. J'ai pris mon temps pour m'intégrer. Ils m'ont dit « La famille d'abord. » Le travail vient en second, sinon il ruinera les deux. C'était comme respirer de l'air frais après des années à aspirer de la poussière. 6 mois ont passé. J'étais installé, je dormais enfin des nuits complètes. Garage nettoyé. L'atelier de papa réorganisé. C'est là que je l'ai vu. Un message sur LinkedIn de Hal. Je sais que j'ai mal géré les choses. J'essaie de changer. Vous aviez raison sur tout. Votre père avait l'air d'un homme remarquable. Je l'ai fixé pendant un moment, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais pour décider si ça en valait la peine. J'ai finalement répondu, il était remarquable. Merci de le reconnaître. C'était tout. Pas de rancune, pas de deuxième round, juste une conclusion. Cette nuit-là, j'ai posé le pendentif en bois sur mon bureau. Le noyer était lisse maintenant. J'avais fini de le poncer il y a 2 mois, exactement comme il l'aurait fait. Pas parfait, mais solide, comme lui. Parfois, le geste le plus fort n'est pas de tout réduire en cendres. C'est de partir avec tout ce dont il ne réalisait pas avoir besoin, et de les laisser s'asseoir dans le silence que vous avez laissé derrière vous.